Voici le château de Bichu Matsuyama. C'est le plus haut du Japon. Et autant vous dire que la découverte du donjon, des meurtrières et des tours avoisinantes se mérite. Le donjon est simple, sur 2 niveaux. De l'extérieur, les panneaux de bois noir habillent le bas des murs, alors que les fondations de pierre semblent se perdre dans la roche de la montagne. À l'arrière, les tours qui le protègent sont un peu plus marquées par le passage du temps. Cette différence rend encore plus resplendissant le donjon et les 2 tours limitant la dernière enceinte. L'intérieur, donjon original oblige, est tout de bois. Il y a d'abord cette grande salle aux multiples piliers. Un petit escalier permet l'accès au second niveau. La pièce est plus petite et les grandes poutres de la charpente renforcent encore le côté authentique du lieu. Au sommet du mont Gagyu, le château de Bichu Matsuyama. À ses pieds, la ville de Takahashi. Au détour des petites rues calmes de la ville, nous découvrons des demeures de samouraïs. Nous voilà partis pour une rapide plongée dans le passé. Un décor tout en tatami et panneaux coulissants de papier de riz nous accueille. Comme dans la plupart de ces maisons, l'arrière est occupé par un jardin. Des lanternes de pierre, un petit bassin, des pins aux formes tarabiscotées, tel est le décor de cette enclave végétale. À l'intérieur, une mise en scène familiale vient encore renforcer notre impression de voyager par-delà le temps. Nous arpentons les pièces, découvrant de nouvelles perspectives. Un panneau coulisse et nous voilà dans une nouvelle atmosphère, celle de la cuisine. Puis, retour sur tatami dans une large pièce, s'ouvrant comme toujours sur le jardin. Et, au-delà du mur, le présent qui nous rappelle. Mais qu'est-ce donc que cette corde? On en trouve souvent surplombant les portes des temples et des sanctuaires Shinto. Il s'agit d'un shimenawa. La corde, tressée en paille de riz, délimite une enceinte sacrée. Et si vous en apercevez installée autour d'une pierre ou d'un arbre, elle délimite alors le domaine d'un kami, un dieu Shinto. Bien souvent à la corde, sont pendues des spirales de papier plié, les gohei. Attention à pas trop vous laisser prendre par l'aspect décoratif, car leur fonction est avant tout spirituelle. Tout mauvais esprit qui voudrait franchir la barrière de Shimenawa serait en effet immédiatement capturé par les gohei, qui servent alors de bras au kami. Il semblerait aussi que tous soient tressés de gauche à droite.
Nous n'avons pas vérifié, mais promis, la prochaine fois que nous visiterons un sanctuaire Shinto, nous le ferons. Étant à Tokyo, nous avons décidé d'aller visiter Sensoji, le plus vieux temple de la ville. Une visite passant forcément par la découverte de Nakamise Street. Cette rue, de presque 250 mètres de long menant au temple, est devenue avec le temps une véritable attraction touristique. Premier arrêt presque obligatoire, la photo de l'immense lanterne rouge accrochée à la porte, marquant l'entrée de la rue. Là, il faut faire preuve d'un peu de patience, car nous sommes loin d'être les seuls à vouloir obtenir le cliché. La rue ensuite est une enfilade de boutiques plus colorées les unes que les autres et propose aux passants une large gamme de souvenirs avec ça et là de quoi se restaurer. L'image qui immédiatement s'impose à nous est celle d'un marché. Le flot quasi ininterrompu des visiteurs, le brouhaha de leurs conversations, il ne manque que les vendeurs à la crier. Certaines échoppes, paraît-il, sont tenues par la même famille depuis plus de 3 siècles. Et c'est presque le temps qu'il nous aura fallu pour franchir Nakamise Street, tant il est difficile de résister aux multiples tentations qu'offrent les petites boutiques. À l'autre bout, une nouvelle porte ouvre sur le temple. Plus imposante qu'à l'entrée, elle possède aussi une immense lanterne rouge. Nouvelle photo. Passé les 2 portes et la longue allée Nakamise, nous voilà au cœur du temple bouddhiste de Sensoji. À notre gauche, une haute pagode et devant nous, le bâtiment principal, le Hondo. De part et d'autre du chemin menant au Hondo, on retrouve de quoi acheter omikuji et encens pour commencer à s'attirer les bonnes grâces des dieux. Marche, une nouvelle lanterne et nous voilà face à la déesse du lieu, la divinité Kannon. La légende, plus que l'histoire, veut que le temple a été créé aux alentours de l'an 645. Un temple construit autour d'une statue de la déesse Kannon que 2 frères auraient retrouvée prise dans leur filet de pêche. Si cela en fait donc le plus vieux temple de Tokyo, Sensoji peut aussi prétendre au titre du temple le plus visité. Et avouons-le, malgré la foule sans cesse renouvelée des fidèles et des touristes, Sensoji arrive quand même à conserver une atmosphère propice au recueillement, voire à la méditation. Pierre moussue, fougère, la montée vers le donjon se fait au cœur d'une véritable petite jungle. Normal, Uwajima et son château sont tout au sud de l'île de Shikoku. Sans compter qu'aujourd'hui, tout le parc est une réserve végétale.
En arrivant dans la seconde enceinte, la baie se dévoile enfin. Quelque part à l'horizon se trouve l'île de Kyushu, mais pour le moment, direction le donjon. L'architecture est simple et élégante. De petits frontons au toit à pignons encadrent les fenêtres. Ils jouent de leurs courbes et donnent à l'ensemble la légèreté de l'oiseau prenant son envol. Passé la porte, nous voilà plongés dans un univers de bois. C'est d'abord une maquette de la charpente qui nous accueille. Puis, nous découvrons les étages, leurs parquets, leurs panneaux coulissants et, sous les fenêtres, les racks d'armes occupés aujourd'hui par de simples bambous. Sous le ciel d'automne ou perdu dans les fleurs de sakura, quand vient le printemps, le donjon du château d'Uwajima veille de jour comme de nuit. Bienvenue à Shinjuku. Grand magasin, restaurant, siège de grande société cohabitent ici dans la plus parfaite harmonie. De jour comme de nuit, les écrans géants diffusent leur lot de publicité, créant une ambiance sonore et lumineuse unique. Le quartier est tout en contraste, comme souvent à Tokyo. Les immenses buildings de bureaux, les larges avenues, les ponts autoroutiers jouxtent avec des rues plus étroites, où se succèdent façades de boutiques et de restaurants. Animé le jour, le quartier l'est aussi la nuit. Et les nombreux bars à hôtesses n'y sont certainement pas pour rien. On dit aussi que la nuit, les yakuza y gèrent d'autres types d'affaires. Le quartier est aussi celui où se trouve le siège du gouvernement de Tokyo. Pour faire simple, disons la mairie. L'immense bâtiment, qui n'est pas sans rappeler une sorte de cathédrale, avec ses deux flèches, offre aux visiteurs une vue panoramique splendide de la ville à ne pas rater. Un tout petit peu au nord de la gare de Shinjuku, sûrement attirés par l'alléchant fumet des multiples petits izakaya, nous débarquons à Omoide Yokosho. L'enfilade de ruelles à peine assez large que deux personnes puissent ici croiser est donc bordée de petits, pour ne pas dire microscopiques, restaurants. Pas de problème de choix, on peut vraiment y trouver de quoi manger pour tous les goûts, soba, ramen, yakitori, sushi. Quelques pas suffisent pour passer d'une spécialité à l'autre. Dans l'alignement de la ruelle, les lanternes rouges qui marquent l'entrée de ces izakaya se balancent tranquillement. Loin du tumulte des grandes artères,
Bienvenue dans une ambiance typique. C'est ça aussi Tokyo. Puisque le temps semble beau, direction Hakone pour quelques images du mont Fuji. Petite balade en téléphérique pour atteindre Owakodani, célèbre endroit pour ses sources d'eau chaude et ses œufs noirs, symbole de longévité. Le petit bonus de la visite est la bonne odeur du soufre de ce lieu volcanique. Si Hakone est un des points de vue les plus appréciés des touristes, le mont Fuji peut aussi être aperçu de bien d'autres endroits. Le train entre Tokyo et Kyoto, ou entre Tokyo et Matsumoto est l'un d'eux. Avec la bonne météo, on peut même le voir depuis Tokyo. Petit florilège d'images. Un donjon surplombant une rivière, voilà l'image typique du château de Colline. Le château d'Inuyama en est la parfaite représentation. Et puisque la rivière Kiso et ses berges plantées de sakura nous indiquent la direction, en avant pour le château. Du sommet du donjon au Honmaru planté de cerisiers, la foule se presse. C'est jour de fête et en ville, le Matsuri de printemps a son plein. Quelle que soit la perspective, les sakuras en fleurs viennent embellir l'image du château. L'architecture est simple. L'élégance du donjon ne fait pas oublier le côté martial du bâtiment, sans rien retirer au charme du lieu. En découvrant la perspective sur la vallée, nous nous rappelons que plus bas, la ville et ses sakuras nous attendent pour le Matsuri. Tous les premiers week-ends d'avril, Inuyama met ses habits de fête. Le moment du Matsuri de printemps est venu. Pour célébrer le dieu protecteur de la ville, les habitants paradent dans d'antiques chars de bois. Avec leurs 3 niveaux et un toit qui culmine à plus de 9 mètres, c'est uniquement à la force des hommes qu'ils se déplacent. Le défilé de la mi-journée
rassemblent les chars au pied du château, devant le principal temple de la ville. Là, ils sont entièrement redécorés. Sur chacun d'eux, on installe 365 lanternes de papier, une par jour de l'année à venir et à bénir. Et lorsque vient la nuit, tout s'illumine. Les lumières dorées et tremblotantes des lanternes s'animent peu à peu. Puis, les chars reprennent leur procession sous les encouragements du public. Ils traversent à nouveau la ville avant de rejoindre le lieu où ils sommeilleront une année.